Le 24 mars 2015, à 10h, le vol Germanwings 9525 décolle de Barcelone, en direction de Düsseldorf, en Allemagne. À son bord se trouvent 2 pilotes, 4 membres d'équipage et 144 passagers civils. Les conditions météorologiques sont parfaites, tout semble aller pour le mieux. À mi-chemin, alors que l'avion survole les Alpes françaises, le commandant de bord détache sa ceinture pour aller aux toilettes. Quelques secondes plus tard, quelque chose de très étrange se produit. L'avion quitte soudainement son altitude de croisière et entame une descente droit vers les montagnes. Dans la tour de contrôle de Marseille, les contrôleurs aériens contactent immédiatement les pilotes. Germanwings 9525, attendez, vous descendez? Confirmez le niveau de vol demandé. Les secondes passent et rien. Personne ne répond. Germanwings 9525, répondez. Toujours aucune réponse. L'avion continue sa descente en flot. Le vol Germanwings 9525 ne verra jamais la piste de Düsseldorf. Il s'est écrasé à pleine vitesse contre les parois rocheuses du massif des Trois Évêchés, en France. Aucun passager n'a survécu. Que s'est-il passé ? Pour comprendre comment le vol Germanwings 9525 a pu se crasher de cette manière, il faut se pencher sur les informations stockées dans la boîte noire, retrouvées sur le lieu du crash, et surtout comprendre qui exactement était présent à bord de l'avion ce jour-là. Aux commandes se trouve le commandant Patrick Zondenheimer. C'est un pilote expérimenté de 34 ans. Il a 6000 heures de vol à son actif. Père de 2 enfants, il a récemment demandé à être transféré chez Germanwings, la filiale court moyen courrier de Lufthansa, pour passer plus de temps avec sa famille. À sa droite se trouve le jeune copilote Andreas Lubitz, 27 ans, 630 heures de vol à son actif. 4 membres d'équipage de cabine assistent les pilotes durant le vol. Tous sont sans histoire. Les 144 passagers ont des profils variés. Il y a des familles, des gens voyageant pour le travail et des étudiants. Parmi eux se trouve notamment un groupe de 16 adolescents revenus d'un voyage d'échange linguistique d'une semaine près de Barcelone. En résumé, absolument personne dans l'avion ne présente un profil criminel au décollage. Pourtant, 30 minutes après le décollage, à 10h30, les choses vont prendre une tournure horrifique. C'est à ce moment que le commandant Zondenheimer quitte le cockpit pour utiliser les toilettes. En sortant, la porte du cockpit se referme automatiquement derrière lui. À cet instant précis, l'Airbus vole à son altitude de croisière stable de 38 000 pieds. Mais moins d'1 minute plus tard, l'altitude de l'avion se retrouve fixée au minimum absolu, 100 pieds, et le pilote automatique s'enclenche. L'appareil entame sa descente mortelle. Quelques secondes plus tard, le commandant de bord se précipite vers le cockpit. Il tape le code d'accès sur le clavier du digicode, mais la porte reste verrouillée. N'obtenant aucune réponse de la part de son copilote, Zondenheimer se met à crier, puis martèle la porte de coups. Les impacts de main se transforment ensuite en impacts métalliques. Dans un geste de détresse totale, le commandant a saisi la hache de secours située à l'arrière de la cabine pour frapper de toutes ses forces contre la porte blindée. Mais ça ne servira à rien. Comment une porte conçue pour protéger des pilotes a-t-elle pu se transformer en un piège mortel ? Après les attentats du 11 septembre 2001, la sécurité aérienne mondiale est redéfinie autour d'une obsession: empêcher l'intrusion des terroristes dans les cockpits. C'est à cette période que les portes légères sont remplacées par de véritables portes blindées, capables de résister à des tirs d'armes à feu et à des charges explosives. Un système de verrouillage placé à l'intérieur du cockpit est également rendu obligatoire dans tous les avions, et c'est paradoxalement ce système de sécurité qui va provoquer la perte du vol Germanwings. Voici comment il fonctionne. Pour commencer, il y a le mode Unlock. En maintenant le joystick durant quelques secondes sur ce mode, la porte du cockpit s'ouvre directement. Puis, il y a le mode Norme. C'est le mode standard. La porte est fermée, mais elle peut être verrouillée de l'extérieur en tapant un code d'accès sur le digicode, placé à l'entrée du cockpit, ou en demandant l'accès en tapant sur la touche dièse du digicode, ou encore via l'interphone. Si l'accès est accordé par les personnes à bord du cockpit, la porte se déverrouille automatiquement, 30 secondes plus tard, durant une fenêtre de 5 secondes. Enfin, il y a le fameux mode Lock, mis en place afin d'empêcher des agresseurs de pénétrer dans les cockpits. En maintenant le joystick quelques secondes sur ce mode, la porte du cockpit se verrouille pendant 5 minutes. Personne ne peut ouvrir la porte de l'extérieur,
même en tapant le code d'accès sur le digicode. La législation aéronautique a toutefois anticipé le cas où toutes les personnes à l'intérieur du cockpit pourraient s'être évanouies. Pour cela, un code d'urgence a été paramétré sur le digicode. En tapant ce code d'urgence, une alarme sonore retentit dans le cockpit pendant 15 secondes. Si les pilotes ne réagissent pas, la porte se déverrouille automatiquement durant une fenêtre de 5 secondes. En revanche, si quelqu'un dans le cockpit réagit et rebascule l'interrupteur sur la position lock, l'accès est refusé pendant 5 minutes. Cette commande est renouvelable indéfiniment. Le parallèle avec le crash du Germanwings devient alors évident. Quand le commandant Sondenheimer a tapé le code d'urgence sur le digicode, une action consciente à l'intérieur du cockpit a annulé sa demande en basculant le joystick en mode lock. L'auteur de cette action ne pouvant être personne d'autre que le copilote Andreas Lubitz, qu'est-ce qui a bien pu pousser cet homme à aspirer 149 innocents avec lui dans la mort? Qui était-il vraiment? Né à l'automne 1987, Andreas Lubitz grandit dans une petite ville provinciale allemande. Sa famille est sans histoire. Son père est ingénieur, sa mère professeure de piano. Dès l'enfance, sa passion dévorante pour l'aviation est visible dans sa chambre, qui est remplie de modèles réduits d'avions et d'affiches de la compagnie qu'il rêve de rejoindre un jour, la Lufthansa, l'élite de l'aviation civile allemande. À l'âge de 14 ans, Lubitz décide de se donner les moyens d'accomplir son objectif en franchissant les portes de son club d'aviation local. Ses instructeurs le voient comme un adolescent très réservé, mais motivé, qui passe ses week-ends entiers sur l'aérodrome à s'exercer. Après avoir obtenu son Abitur, l'équivalent du baccalauréat en Allemagne, Lubitz passe les redoutables tests de sélection de la Lufthansa Flight Training. Le processus est connu pour être l'un des plus sélectifs au monde, éliminant plus de 90% des candidats sur des critères de logique, de résistance au stress et d'aptitude psychomotrice. Mais Andreas le réussit. À la rentrée scolaire, à Brême, l'ambiance est à la fois professionnelle et compétitive. Les élèves pilotes sont formatés pour l'excellence. Andreas est un étudiant réservé, mais très investi dans son travail. Mais, en novembre 2008, alors qu'il doit entamer la phase pratique de sa formation, le stress, la pression de performance et peut-être des problèmes personnels plus profonds font connaître à Andreas ses premières crises d'angoisse. En 2009, n'arrivant plus du tout à se concentrer durant ses cours, Lubitz interrompt brutalement sa formation. Il est diagnostiqué d'une dépression sévère. Une hospitalisation et un traitement psychiatrique de plusieurs mois s'ensuivent. Il vit cette mise à l'écart comme un véritable échec, lui qui avait basé toute son identité sur son statut de futur pilote. En 2010, après que ses médecins l'ont déclaré guéri, Andreas demande à réintégrer la Lufthansa Flight Training. L'université accepte, mais son dossier médical est désormais marqué d'une encre indélébile, la mention « SIC » pour examen médical spécifique, régulier. C'est une victoire amère pour Lubitz, qui vit maintenant avec une véritable épée de Damoclès au-dessus de sa tête. La moindre rechute visible signifiera la fin définitive de son rêve de devenir pilote, sa raison d'être. Et ses problèmes ne s'arrêtent pas là. Après avoir terminé sa formation en 2011, la Lufthansa ne recrute pas de pilote sur ses lignes principales. Seul un poste de steward lui est proposé. Dépité, Andreas accepte quand même. Il lui faudra attendre 2 ans pour qu'enfin la Lufthansa le recrute en tant que pilote. Au sein de Germanwings, la filiale low-cost de la compagnie. Ses premiers rapports le décrivent comme un copilote au-dessus de la moyenne, d'une politesse irréprochable et extrêmement rigoureux dans l'application des procédures. Mais, en coulisses, quand Andreas est seul chez lui, il est méconnaissable. Les crises d'angoisse d'Andreas ont ressurgi depuis son embauche. Pour tenter de guérir, il continue de consulter des psychiatres et des neurologues, mais aucun ne trouve de cause physique à son mal-être, qui semble alimenté par sa propre anxiété. Chaque jour devient pire que le précédent. C'est à une véritable descente en enfer qu'il fait face. Fin 2014, la détérioration mentale d'Andreas atteint son paroxysme. Il souffre de troubles visuels aigus, de paranoïa et d'hallucinations. Des arrêts maladie lui sont prescrits. L'un d'eux couvre une date très précise, le 24 mars 2015, le jour exact du drame. Et c'est là que l'histoire devient aberrante, car aucun de ces arrêts de travail n'est parvenu à la Lufthansa. Comment la compagnie aérienne a-t-elle pu ignorer que l'un de ses employés
à qui elle confiait chaque jour des centaines de vies, avait un état de santé aussi détérioré. Était-elle seulement au courant? La tragédie du vol Germanwings 9525 a exposé au monde une faille liée à un sujet tabou, le secret médical. En Allemagne, avant le crash du Germanwings, la protection des données médicales était très stricte. Elle interdisait formellement aux médecins et psychiatres de briser le secret professionnel sous peine de poursuite pénale, sauf en cas de certitude absolue d'une tentative de crime de la part de leurs patients. Les professionnels de la santé qui suivaient Lubitz le savaient instable, potentiellement dangereux pour lui-même, mais de là à le juger dangereux envers autrui, c'était pour eux une nuance impossible à évaluer avec certitude. Depuis le tristement célèbre crash du 24 mars 2015, le monde de l'aviation a cependant bien changé. L'Europe a imposé la règle des 2 personnes. À aucun moment un pilote ne peut rester seul dans le cockpit. Si l'un sort, un membre d'équipage entre. De plus, les contrôles psychologiques des pilotes ont été considérablement renforcés, en particulier en Allemagne. Et surtout, les barrières du secret médical ont été assouplies. L'histoire du vol Germanwings 9525 n'est donc pas que l'histoire d'un crash. C'est l'histoire d'un drame ayant mis en évidence une faille tragique entre la médecine du travail et la sécurité aérienne. C'est aussi l'histoire d'un homme écrasé par le poids de sa passion. Et surtout, c'est l'histoire d'une révélation. Celle que dans les airs, le danger peut parfois provenir de celui en qui tout le monde a placé sa confiance, le pilote.